43e épisode de la saison 4 de la balado de Fred Savard avec vous et Mathieu Bellil. Bonjour Fred, comment vas-tu? Excusez, j'ai varié mon ton, là. Les gens sont peut-être fait de son. Ça va très bien, ça va très bien Mathieu. On va officiellement, c'est le dernier épisode de la saison 4. Mathieu Bellil, alors je tenais à ce que vous soyez là. Quel honneur. Mais en fait, c'est surtout parce qu'un nouveau numéro de l'Inconvénient est paru. Oui. Et nous avons une entente. Oui. J'aime beaucoup quand vous venez présenter les numéros de l'Inconvénient. Oui. Là, je le dis tout de suite, il devait avoir Éric Bédard avec nous. Et il est venu tantôt. Il y a un petit contretemps, il ne pourra pas être avec nous, mais on va quand même pallier à son absence parce qu'il y a un texte dans ce nouveau numéro. C'est le 90e de l'Inconvénient, Mathieu Bellil. Quand même. Est-ce qu'on a passé un bel été? Est-ce qu'on s'est parlé ici à la balado cet été? Je me rappelle plus. On s'est parlé, avant l'été avec Pierre Neveu. Oui. Ah oui, c'est ça. Dans un magnifique décor champêtre de Saint-Basile-le-Grand. On est allé jouer au golf. On est retourné jouer au golf ensemble. Oui, puis on est rendu des amis, on peut dire ça. Oui, c'est ça. On parle pas de nos résultats. Hein. Non. C'était pas... On joue pas pour le score. On est constant dans notre inconstance, on va dire ça comme ça. Oui, puis on aime se retrouver en pleine nature, entouré de pesticides. Non, mais c'est effrayant. J'ai encore les images de toute la rangée de feuillus morts. Oui, des arbres morts. Abords. Mais par contre, je me suis rendu compte que c'était aussi le cas ailleurs dans d'autres champs. Qui n'ont pas de terrain de golf. Où il n'y a pas de terrain de golf. Okay. Donc, je me dis, c'est pas le terrain de golf. C'est pas les pesticides. C'est... les cultures. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Et c'est pas mes coups de départ titanesques. Ah, c'est quand même. Mammouth. Bon, on n'est pas là pour parler de golf. Ben non. Donc, c'est le dernier épisode de la saison 4. La balado va prendre une pause tout le mois de septembre. Et on va reprendre la saison 5 le 1er octobre. Samedi, juste avant 1er octobre. Juste avant la date du 3 octobre. Ouais, j'ai hésité à couvrir la campagne. Je me suis dit ça allait être difficile de faire autre chose que ce que les grands médias vont offrir. Puis je pense que ce souci-là, la balado, d'offrir autre chose, modestement, je le garde toujours en tête. C'est vraiment important. C'est une valeur cardinale. Et on est dans un meeting entre créatifs. Oui. Et c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que ce que les grands médias, ou pire, de ce que les grands médias vont faire. Puis et il faut prendre une pause parce que je vais ressolliciter tous les donateurs dans l'an dernier parce que là, on veut que la campagne fleurisse, prenne de l'avant. Surtout que cette année, j'ai abandonné tous mes contrats radio. Je veux surtout mettre mes énergies aux bonnes places. Oui. Et ce projet-là me tient tellement à cœur. Et il me tient à cœur parce que je sais qu'il vous tient à cœur aussi. Oui, Jean, à la maison, les gens m'en parlent dans la rue. Oui. Beaucoup. Puis ça me fait vraiment plaisir. Et Mathieu Bellil, j'imagine que les gens vous parlent aussi de l'inconvénient. Oui, mais on parle aussi. On parle de toutes sortes de choses. Donc, 90e numéro. Oui, déjà. Écoutez, ça fait 22 ans que ça roule, cette affaire-là. Oui. 90e numéro qui s'intitule « Le nouveau visage de la politique québécoise ». Rien de moins. Rien de moins. On a voulu, dans le fond, on a voulu faire le point sur ce qu'on pourrait considérer comme le grand changement sur la scène politique qui s'est produit, à notre avis, avec la dernière élection de 2018, quand les deux partis traditionnels se sont retrouvés à l'opposition. Donc, le Parti québécois, Parti libéral. Québécois-libéral, dont d'ailleurs on s'est demandé dans les dernières années, d'abord le Parti québécois surtout, mais un petit peu aussi le Parti libéral, s'ils n'étaient pas menacés. Bien là, je pense que le Parti libéral est en... Là, on est enregistrement 25 août. Les gens vont écouter l'épisode le 27 août. Je pense qu'au 27 août 2022, le Parti libéral est en pire posture que le Parti québécois. J'ai l'impression. Vous pensez? Ils ont quand même leur base à Montréal, très forte, là. Oui. On leur prédit une vingtaine de sièges. Mais j'ai quand même l'impression que c'est une fausse résurrection. Oui. Mais les deux partis sont en difficulté. Non, mais Mathieu, je veux vous citer parce que ça. vous signez le texte de présentation du numéro. Tout à fait. Et vous nous rappelez deux choses. En fait, une chose, moi, que je n'avais pas réalisée. Vous écrivez que depuis le dernier référendum, le Québec est dirigé, suivant la même formule, un premier ministre issu de la droite modérée, le plus souvent économique, et qui tente d'occuper le centre de l'échiquier en dirigeant une coalition. Oui. Et l'aspect coalition m'a frappé. Alors, je m'en rendais pas compte, mais effectivement, et François Legault le fait, et le fait très bien. Absolument. Et juste pour revenir en arrière, pour expliquer aux auditeurs de quoi on parle, il ne faut pas oublier que depuis la dernière défaite, la défaite référendaire, il y a eu, disons, les principaux premiers ministres qui ont obtenu un mandat majoritaire. On parle de Lucien Bouchard, on parle ensuite de Jean Charest, de Philippe Couillard. Entre les deux, il y a eu Pauline Marois qui n'a pas été majoritaire. C'est ça, voilà. Et maintenant, Legault. Tous ces gens-là, d'ailleurs, Bouchard et Charest sont d'anciens conservateurs fédéraux. Tout à fait. Tous ces gens-là viennent d'une certaine droite,
c'est pas une droite dure ou extrême. C'est pas Pierre Poilievre. Non, on est dans la droite progressiste, ou le fameux progressiste conservateur. Les Tories. Oui, mais quand même, il faut pas oublier que Couillard, c'était un grand disciple de The Economist. C'est un fervent, applicateur des grandes théories, là, la méthode Toyota, l'austérité pour... Bon, alors... Ces gens-là ont tous tenté de mener une coalition. Le PQ, il ne faut jamais l'oublier, c'était une coalition à sa création, entre une aile plus à droite, plus conservatrice, une aile à gauche. Oui. La gauche a, je dirais, s'est vidée un peu en faveur de l'UFP qui est devenu Québec solidaire. Oui. Et la droite, ben là, il y en a beaucoup d'anciens péquistes qui sont maintenant à la CAQ. Oui. Et on oublie que le Parti libéral du Québec, ça a été longtemps une sorte de coalition, de compromis politique entre une base traditionnelle, on pourrait dire anglophone, immigrante de Montréal, et des candidats issus de partout au Québec. Et moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec un de mes anciens étudiants qui était lui-même dans le Parti libéral du Québec, qui est un d'origine chinoise, qui disait... Monsieur Bellis, c'est un peu bizarre parce que le parti et la base militante, c'est de toutes les couleurs. Là, puis la députation, c'est comme blanc, pratiquement comme neige. Parce qu'il y avait une sorte de compromis entre ce que j'appellerais les Québécois francophones arrivistes, un petit peu, qui disaient le Parti libéral, c'est un bon parti pour aller au pouvoir. Ouais. Et cette base traditionnelle, immigrante et anglophone, ben là, il n'y en a plus là, de compromis. Ouais. Là, ce qui reste, puis je l'avais dit tantôt, c'est peut-être vrai que c'est une fausse impression de force, c'est-à-dire c'est devenu un parti d'opposition peut-être perpétuel. Ouais. Parce qu'ils sont plus capables d'aller chercher. Et la coalition s'effrite. Parce que le pouvoir est loin. C'est la même chose qui s'est passée au PQ. La coalition s'est effritée. Et là, on s'entre-déchire à l'interne pour regagner le pouvoir. Ouais. Puis vu que le pouvoir n'est pas à la portée, ben là, les différences sont exacerbées. Exactement. Puis regardez, la montée, on ne sait pas encore ce que ça va être, mais Balarama Holness et son fameux Bloc Montréal, qui va être un parti provincial, ben c'est une partie de l'aile libérale, très anglophone, qui risque d'aller là. Peut-être. Donc, il est peut-être effectivement en train de se passer la même chose avec jusqu'à temps que ces gens-là se rendent compte que M. Holness est un petit peu clownesque, mais d'ici là. Oui, mais d'ici là. Oui, mais entre-temps, je veux dire, vous avez raison, Legault, lui, pour l'instant, il a réussi quelque chose que les autres partis ont réussi, mais ont fini par échouer à accomplir. Mais là, parlons-en de François Legault, parce qu'il y a un texte majeur, important d'Éric Bédard, qui devait être là pour nous en parler, a eu un petit contretemps familial. J'ai lu son texte, et là, je dois dire, Mathieu Bellil, parce que vous m'en aviez parlé avant, vous me disiez, tu vas voir, ça va fesser, ça va fesser. Ça fesse, mais c'est pas un texte à charge contre François Legault. Et c'est ça que j'ai aimé. Donc, Éric raconte qu'il a déjà collaboré avec François Legault. Le connaît bien. Il le connaît très bien. Et analyse vraiment avec beaucoup d'acuité ce qu'est vraiment François Legault. Moi, il y a des choses qui m'ont vraiment étonné. Mais parlez-nous un peu de comment se présente ce texte-là à l'inconvénient. Comment Éric vous le propose? Éric me dit tout simplement à un moment donné, écoute Mathieu, j'y pense depuis longtemps, je veux faire un portrait de François Legault. J'ai tâté le terrain auprès de quelques médias, mais il dit, j'avoue que j'ai un faible pour l'inconvénient, puis je sais qu'il y a une liberté, il y a une rigueur et tout ça. Oui, le texte est long aussi. Oui, il est quand même plus long. Puis, et puis là, autour de lui, c'est pas tout le monde qui pense que c'est une bonne idée, parce que Éric, c'est pas vous l'avez dit, c'est pas un portrait à charge, parce qu'Éric, c'est pas un polémiste, mais c'est quelqu'un qui est juste, je pense, qui va pas non plus noircir les gens pour les noircir. Il y a rien de diffamatoire, mais il dit des choses de François Legault. Il nous révèle, entre autres... Alors, juste pour rappeler, Éric, dans le fond, à l'époque où François Legault était ministre de l'Éducation au Parti québécois... fin des années 90. Début 2000. Mais son arrivée... Oui, son arrivée, c'est en 98, je crois. Avec Lucien Bouchard. Recruté par Bouchard. Et tout le monde dit que c'est une excellente recrue. Oui. Il a déjà fait son argent avec Air Transat. Oui. C'est un homme d'affaires aguerri. Oui, tout à fait. Et ça, à l'époque, au Parti québécois, c'est bien important d'avoir cette espèce de caution... économique qu'on avait de la difficulté à avoir chez certains candidats. Et d'ailleurs, je ferais remarquer que oui, parce que c'est la marque libérale, ça. Oui. Et dans le fond, la marque libérale, Legault, il l'a amené à la CAQ, c'est-à-dire... Oui. Allez pas trop vite. Mais OK, je vais trop vite. mais donc, il arrive en 98. Assez rapidement, il est nommé ministre. Il va jouer un rôle... je me souviens pas exactement de tous les ministères, mais il va jouer un rôle, différents rôles. Et Éric Bédard est déjà militant.
Oui, Bédard a milité pour le référendum. Oui. Il a été assez proche de Parizeau. D'ailleurs, il a fait un texte dans le dernier Inconvénient sur Parizeau qui était très beau. Et là, éventuellement, il est approché pour écrire des discours pour François Legault. Oui. Alors, au début, je pense qu'il travaille dans son coin. Éric fait sa thèse. Et puis, éventuellement, le lien se fait, disons, avec François Legault, qui apprécie particulièrement les discours. Et il invite Éric à travailler au ministère de l'Éducation, à travailler avec lui. Alors, Legault, je sais qu'il va aussi occuper le fauteuil de ministre de la Santé, mais là, il est à l'Éducation. Oui. Et Éric dit OK, mais en même temps, il est un peu inquiet de voir est-ce qu'il va bien vivre avec cette espèce d'effervescence. Dans le texte, il y a beaucoup de révélations intéressantes, dont, je trouve, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais à un moment donné, il est dans une réunion pour discuter de politique, donc de lois, de programmes et tout ça. Il amenait des idées. Oui. Là, on est dans la réflexion. Oui. Et à un moment donné, Éric, alors il y a une vingtaine de personnes autour de la table avec François Legault, son sous-ministre. Et à un moment donné, Éric se rend compte, il raconte dans le texte, qu'autour de la table, sur les 20 personnes présentes, il y en a 16, 15, 16, 17 qui sont dans les coms et que sur les gens de contenu, là, ils sont 2-3. Ouais. OK? Et là, on est en 2002, 2003, dans ces années-là. Déjà, il y a quelque chose de très parlant. C'est, au fond, l'enjeu premier. Et Éric raconte que, par exemple, François Legault, là, quand il lit les critiques dans les journaux, les chroniques dans les journaux, là, même une chronique d'un obscur de Fred Savard. Chroniqueur, ben oui. Non, mais tu sais, peu importe, là, ça vient le chercher, puis il veut donner raison. Je vais citer. Mais ce qui m'exaspérait le plus, c'était le branle-bas de combat que provoquait invariablement une mauvaise manchette ou l'opinion critique d'un chroniqueur, quel qu'il soit. C'est ça. Et là, c'est même pas l'opinion des électeurs. Non. C'est l'opinion des journalistes. Des journalistes et des faiseurs d'opinion. Absolument. Absolument. Et dans un sens, j'aurais envie de dire, Fred, que Legault a fait ses classes. Il a compris dans quel monde il évoluait. Et une grande partie de sa réussite, je crois, oui, il y a des politiques qu'on peut apprécier, mais une grande partie de sa réussite tient à l'excellent travail de communication qui est fait par son gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couacs. Il y en a dans tous les gouvernements. Mais ça, il le maîtrise. Disons, donnons à César ce qui revient à Legault. Ça, oui. Ça, il l'a. Oui. On apprend aussi des choses vraiment étonnantes. Le débat identitaire n'intéresse pas François Legault. Non. Peut-être que ça a changé, mais Éric Bédard rappelle qu'à l'époque, puis là, on parle, ça fait un petit bout, mais ça fait pas 40 ans non plus. Là. Non. On parle de la fin des années 2000. Tu sais, quand même, là. Le débat identitaire le laissait de glace. Il ne voyait pas d'intérêt à critiquer le multiculturalisme canadien et proposer autre chose, une autre façon de vivre. Ça ne l'intéresse pas. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. En fait, il a senti qu'il y a un enjeu électoral et il joue cette carte-là. Donc, c'est pas incarné. On peut présumer. Donc, ça n'a pas nécessairement des racines profondes. Voilà. En ce sens-là, c'est pas une réflexion qui date depuis longtemps. Non. C'est en ce sens-là, il ne faut pas oublier que c'est pas non plus quelque chose que Lucien Bouchard recherchait tant que ça. Même Parizeau était, disons, tu sais, par exemple, tout ce qui a entouré la Charte des valeurs et même la loi 21, les anciens chefs péquistes n'étaient pas très chauds à l'idée. Non, du tout. Mais maintenant, c'est clair que François Legault a compris qu'il y avait une dimension identitaire qui était importante si on voulait prendre le pouvoir. Il fallait que les gens sentent qu'on ait à cœur cette dimension de la spécificité québécoise qui passe par la langue, qui passe par une certaine laïcité. Ça, c'était... Il a compris ça. Oui. Et quand il a compris ça, c'est là que le PQ s'est mis à reculer. Oui. Et au fond, il l'a compris tout en étant peut-être un peu moins apprenti sorcier que l'avait été Mario Dumont, qui, lui, on disait, dans les années des crises d'accommodement, je faisais juste jeter de l'huile sur le feu pour le plaisir d'en jeter. Tout à fait. Je ne suis pas sûr que tous vos éditeurs penseront que Legault est un modéré, mais c'est pas non plus... Disons, c'est pas quelqu'un qui fait exprès pour partir, en bataille avec une manchette. Et c'est intéressant parce qu'Éric Bédard rappelle que c'était quelqu'un avec une empathie pour les... Tu sais, oui, c'est un homme d'affaires, oui, c'est quelqu'un qui a réussi, mais en tout cas, au début, quand il a rencontré François Legault,
à la fin des années 90, il trouvait quand même que c'était quelqu'un d'empathique, c'était quelqu'un qui était ouvert à entendre les idées des autres et j'ai pas l'impression que ça l'a quitté tant que ça. C'est juste que là, il est à la tête d'un parti et là, c'est rendu un parti dont la mission principale n'est pas d'instaurer un régime politique particulier, c'est de se faire élire. C'est de se faire élire. Moi, j'ai appelé ça l'ère des ajustements mineurs. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans un contexte où on essaie de remettre en question quoi que ce soit vraiment. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des... Tu sais, le seul endroit où il pourrait y avoir des changements un peu substantiels, c'est en santé. Et malheureusement, mon inquiétude, c'est qu'on s'en va probablement vers une entrée vers du privé de plus en plus dans le domaine de la santé. Je ne sais pas si ça va... Je ne dis pas que dans certains contextes, il n'y a pas des justifications. Là, je ne connais pas bien assez bien ça. Le contexte, c'est qu'il y a un parti qui s'appelle le Parti conservateur du Québec c'est ça. qui va tirer un peu la CAQ vers la droite dans le fond, pour satisfaire... Pour pas qu'il y ait une percée plus grande, une fissure. Ben, vous aurez remarqué d'ailleurs, Fred, que le discours du gouvernement en matière de pandémie et de santé publique a changé complètement à partir du moment où ils ont vu les conservateurs monter à 14, 15, 16. Là, ils ont dit, OK, c'est dangereux. On s'en va. Et là, c'est pour ça. Je veux dire, c'est tout simplement pour ça. Et on dit, Dr. Boileau, sois le plus vague possible. Vous avez relevé un lapsus cette semaine qui était extraordinaire. C'est quoi? C'est le Dr. Quash qui est responsable des infections au Québec. Du bureau des infections, quelque chose comme ça. Genre l'infection publique, oui. Un truc magnifique. Moi, je crois à ça, les lapsus, parce que j'ai étudié Freud au cégep. Les lapsus lingués. Et là, il y a une grosse finale, parce que je veux pas juste qu'on parle du texte d'Éric, parce que le numéro n'est pas seulement que sur François Legault, mais il y a une finale, il y a un gros punch. Ben oui. Un gros punch, c'est que à un moment donné, Bédard, quand François Legault s'apprête à fonder la CAQ, Bédard donc dit... 2012? Ouais, un peu avant ça, je pense. Un petit peu avant, là, non, je pense que c'est 2010. Avec Charles Sirois, l'homme d'affaires. Éric lui dit... Pourquoi tu vas pas à la tête du Parti libéral du Québec? Non, il dit d'abord, pourquoi tu vas pas au PQ? Ah oui? Il dit, va au PQ parce que... Puis au pire, fais la démonstration que ça marche pas. Vas-y pour leur montrer que ça marche pas. Puis comme ça, tu les convaincras peut-être de faire autre chose. Puis je pense que Legault... non, mais là, il dit, moi, je veux fonder un parti nationaliste non souverainiste. Ben voilà. Parce qu'il sait que c'est ça. Le Québec s'en va ailleurs. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, Éric dit, ben dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas au Parti libéral? Puis là, le punch, c'est que François Legault dit, j'y ai vraiment pensé. J'y ai pensé, sérieusement. Et finalement, j'ai conclu que la marque était finie. Notez encore, parce qu'on est dans les coms ici. La marque était finie. C'est l'homme d'affaires qui parle. Oui, c'est pas la philosophie, c'est pas la base militante, c'est pas la doctrine, c'est pas le livre beige de Ryan, je sais pas quoi. Non, c'est la marque qui est finie. Le branding est plus bon. Le branding est plus bon. Puis là, d'ailleurs, c'est assez intéressant, j'enchaîne, parce que dans le texte, dans le numéro, Marie-France Bazot, qui signe un texte très intéressant, où, entre autres, elle analyse cette évolution du logo de la CAQ. Parce qu'au début, c'était un truc, c'était multicolore, cette affaire-là. C'était un arc-en-ciel. C'était un arc-en-ciel. C'était très fierté. LGBT, c'était très fierté. Et puis, à un moment donné, encore là, ils ont compris qu'il fallait aller chercher les bleus. Ils sont allés chercher dans les bleus, et on sent... Tout ça, symboliquement, montre bien qu'on essaie d'écarter tout doucement, évidemment, le Parti québécois, puis qu'on essaie de se présenter comme les nouveaux bleus, les nouveaux détenteurs, puis évidemment, un peu tout à tous. Moi, c'est ça qui me frappe avec Legault et la CAQ, c'est... on a comparé Legault à Duplessis, bien sûr. On l'a comparé à Bourassa, parce qu'il y a évidemment, on le compare... Et là, ces temps-ci, avec le 100e anniversaire tout le monde s'arroge René Lévesque. Oui, puis on le compare un peu à ce que les péquistes ont fait, parce qu'il vient de là. C'est une drôle de patente, cette affaire-là, ce parti-là. Puis c'est comme des gens vraiment qui ont des opinions totalement opposées, entrent là-dedans comme dans elle dit comme dans du pudding show, un gros pudding chômeur, là, tout le monde est bienvenu, entrez, laissez vos différends à la porte. C'est fou comme le pouvoir, ça rallie du monde. Vraiment. C'est ça aussi.
Fait que ça, c'est la CAQ et nous, ça c'est le texte de Marie-France Bazot. Il y a un texte aussi de Marc Chevrier. Que je devrais un jour inviter à la balado parce qu'il avait fait paraître il y a 2 ans un essai qui est dans ma bibliothèque que j'ai pas terminé. Puis moi, évidemment, quand j'invite quelqu'un pour parler de son livre, il faut que j'aille lu le livre. C'est ça. Mais Marc Chevrier donc signe un texte qui s'appelle La politique pénitentielle. Oui, c'est un texte qui est assez fascinant parce que, au fond, alors là, on n'est plus dans la CAQ et Legault en particulier. On est plus dans cette espèce de logique qui consiste à, je dirais... Page 23, Mathieu. Oui, s'excuser. La chercher. Il y a tellement de pages. Mais oui. Ça n'a pas de bon sens. 90 pages. 90 pages. Oui, excusez, j'ai dû le passer tantôt. Ben c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de logique où on est, en quelque sorte, passé peut-être d'une politique qui était plus d'affirmation, d'émancipation, de conquête. De projet. À quelque chose... projet collectif. Oui, à quelque chose qui consiste, au fond, à essayer à s'excuser un peu pour ce qu'on a fait, ce qu'on a mal fait, mais s'excuser sans nécessairement voir d'ailleurs qu'on continue à produire les mêmes problèmes ou à engendrer de nouvelles injustices, de nouvelles inégalités. Vous voyez, c'est un peu comme on va s'excuser pour ce qui est arrivé il y a 40 ans, mais quand on regarde ce qui se passe dans le présent, ben, on va le refaire. On va le refaire, mais on va le refaire sous une autre forme. Puis dans 40 ans, ils s'excuseront pour nous, vous voyez? Donc, la politique pénitentielle, elle a quelque chose d'un peu trompeur, quelque chose de trompeur. Oui. Elle a quelque chose d'une sorte de poudre aux yeux qu'on lance aux gens pour dire regardez comme on est rendu bon, comme on est rendu vertueux, moraux, en pleine de rectitude. Puis en même temps, de l'autre bord, où on continue un peu comme maintenant, les grandes corporations qui vont s'afficher pour toutes les belles causes tout en exploitant des travailleurs en Afrique et en polluant. Vous voyez, on fait ça en politique. Ouais. Alors, ça, c'est assez intéressant. Il y a des textes, il y a des choses... De notre côté? De notre côté, suis-je caquiste? Oui, page 41. Oui, non, là, j'y suis, là, c'est beau quand même. Là. Mais c'est bien drôle parce que là, c'est un gars... Benoît, c'est un romancier. Il a publié un roman récemment au Boréal qui était une sorte de fiction, une uchronie. Que serait-il arrivé si le Québec était devenu indépendant? Puis en gros, il n'était pas convaincu que ça allait être si formidable. Ben bon, ça, tu sais, on se console comme on peut. Hein? Oui, c'est de la fiction. C'est ça. Puis, il se demande s'il est caquiste. Puis, il explique pourquoi. C'est parce qu'il dit, moi, je travaille comme un chien. Bon, il dit pas ça comme ça, mais à peu près. Je travaille fort. Je travaille dans, tu sais, Rondelet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est un spectacle qui a marché à fond. Oui. Ah oui? Oui, ça a marché à fond. Il était là-dedans. C'était du théâtre documentaire. Oui, mais il était là-dedans. Puis il dit, tout le monde a fait de l'argent, sauf nous, les auteurs, tu sais. Puis il dit, c'est drôle, c'est tout le temps un peu de même. Puis il dit, c'est drôle, là, je travaille, j'ai repris la terre de mes parents. Enfin, j'exploite voyons, Caroline, le sirop d'érable. Non, c'est le sirop d'érable. Ah, oui. La cabane. Voilà, j'ai trouvé, c'est pas drôle. Mon Québécois souffre. C'est moi qui s'occupe du montage. Bon, parfait. Fait que tout ça me paraîtra. OK. Tout ça va être facile. Excellent. Merci, Fred. Il a repris, donc, la c'est ça. Maudit. Production acéricole. Puis, encore là, les prix sont bons. Tout le monde fait de l'argent, sauf les producteurs. Ah ouais. Puis là, il dit, coudonc, il dit, est-ce que... Puis là, il regarde ses amis qui travaillent pour ces grandes corporations, Bombardier, les autres, qui font de l'argent, qui se versent des salaires de fous parce qu'ils reçoivent, entre autres, des aides gouvernementales. Mais encore là, ça ne se rend pas nécessairement toujours en bas. Bref, alors il se dit un peu à la blague, suis-je caquiste? Parce que Legault arrive aussi en disant « Regardez là », puis il limite un peu, c'est assez comique, il le fait parler. Hein? Là, ça n'a pas de bon sens, Benoît, hein? Ce que tu me racontes. Je suis d'accord avec toi, tu es un entrepreneur, tu fais des bons coups, tu devrais profiter de ta situation pour toi, ta famille, tes enfants. C'est pas normal, ça n'a pas de bon... Bon, OK, j'arrête, là. Hein, vous reconnaissez les accents toniques, hein? J'ai travaillé. J'ai travaillé un peu. On sent pas que c'est difficile pour vous. C'est ça. Mais c'est vraiment très, très réussi comme texte. C'est drôle et à la fois, ça nous fait réfléchir au fait que dans le Québec caquiste, l'ascenseur social est peut-être un peu plus bloqué qu'on pense. Okay? Alors, puis évidemment... Il y a Sarah-Louise Pelletier-Morin? Oui, qui nous fait une un amie texte... de la balado. Oui, puis qui nous fait un texte magnifique sur un portrait de Catherine Dorion. Oui. Qui est parti. Oui. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que je repensais à la rencontre qu'on avait avec Jonathan Livernois, hein, quand il racontait à quel point la littérature et même le métier d'écrivain était quelque chose de
de très présent chez les hommes politiques du 19e. Même 18, 19, 20, oui. Puis un petit peu au 20e. Oui. Puis qu'à un moment donné, je sais pas moi, à Gérald Godin, là, c'était pas mal le dernier. Oui. Puis en fait, il y a eu après Catherine Dorion, qui est la poétesse, ou poète, pardon, qui a occupé un siège au gouvernement. Et c'est intéressant, la réflexion de Sarah-Louise, parce que à la fois, elle est fascinée par le personnage, elle partage encore la plupart de ses combats. En même temps, elle est aussi un peu dubitative face à certains excès du personnage, où elle se demande à un moment donné si elle ne s'est pas un peu laissée prendre dans un personnage. Entre autres, elle dit, bon, c'est intéressant, Catherine Dorion, elle a fait des choses formidables, des discours magnifiques. Puis en même temps, elle disait, on dirait qu'elle voulait pas montrer, elle essaie de cacher ses origines, qui sont des origines très favorisées en vérité. Puis dans la famille, bon, ils sont allés, ils ont étudié dans les grandes universités ici et ailleurs. Catherine Dorion a étudié en Angleterre. Ils ont fréquenté les grands, les diplomates et tout, et profs d'université. Mais comme et j'ai aimé ce qu'elle disait, Sarah-Louise, à la fin de son texte, elle parle de la honte. Elle dit, tu sais, il y a la honte d'être pauvre. Tu sais, ça reste une honte vraie. Oui. Mais il y a peut-être aussi dans la culture québécoise une sorte de sentiment de culpabilité ou de honte à venir d'un milieu où il y a eu de la réussite, puis on se le fait reprocher. Sinon, il y a un texte de Robert Lévesque sur Patricia Highsmith. Écoutez, Robert Lévesque, là, c'est une perle, cet homme-là. Il y a une érudition. Moi, je m'ennuie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je m'ennuie de ses critiques. Oui. Hey, Oui, c'est juste qu'il a été facétieux à un certain moment au Devoir. Qu'est-ce qu'il a fait, donc, au Devoir? Je sais pas, est-ce qu'on le raconte ou on laisse faire? C'est du domaine public. C'est du domaine public, il était rentré la nuit dans les bureaux du Devoir, puis il avait changé les textes et des titres. Si ma mémoire est bonne. Tellement. Pour pas bien faire paraître certaines personnes. Ah, ça. Ah oui. Oui. Ah, OK. C'est ça. Et Robert Lepage, à un moment donné aussi, plus tard, avait refusé de faire une conférence de presse en sa présence. Donc, c'est un personnage abrasif. Ceci dit... un vrai critique. Un peu vrai comme critique. Regretté Claude Gingras aussi, à l'époque, à la musique. Absolument. Moi, je suis pas un grand fan de musique classique, mais je lisais systématiquement les textes de Claude Gingras, comme je lis systématiquement les textes de Christophe Huss dans Le Devoir, qui écrit très bien. Oui. Et alors que je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de musique classique, mais j'aime lire là-dessus avec des belles plumes. Et Robert Lévesque était un peu cet équivalent-là pour le théâtre. C'est ça. Et là, évidemment, effectivement, il signe un texte sur Patricia Highsmith, sur un peu cette grande romancière. C'est fou parce que je suis retombé récemment sur... le magnifique film fait par Anthony Minghella, The Talented Mr. Ripley. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Dieu, ça date un peu, là. Oui, mais quand même. Quelle histoire brillante. Alors, Lévesque, il y a aussi dans le numéro une réflexion sur la grande série de Duplessis par Denis Arcand, signé Orient Doré, puis il y a une sorte de parallèle. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre Duplessis et Legault à notre époque? Des textes de Georges Mercier. Des critiques de romans, moi, de livres, j'aime toujours ça dans les revues. On parle de Ma fin du monde de Simon Roy. De Maxime Raymond Bock, oui. Et donc, il y a vraiment critique jazz, critique série télé, cinéma, et il y a même Sioran en bande dessinée. Ah ben oui. Quand même, hein? Bon. Donc, numéro 90 sera disponible ce lundi en format papier, mais qu'on peut commander en format numérique sur le site de L'Inconvénient. Absolument. Bon, évidemment, Mathieu, vous êtes là. Alors, j'avais envie qu'on prenne des nouvelles de nous. Et là, j'ai lu votre... En fait, je vois la première ligne. C'est votre 12e? Ben, c'est ma 12e chronique des nouvelles de nous. Parce que j'étais là pour certains épisodes où on avait des tables rondes. C'est ma 12e. Dieu, je pensais pas qu'il y en avait déjà 12. C'est beau la durée, hein? C'est très bien. Absolument, c'est bon. C'est précieux. Merci Fred. Ouais. Ben, allez-y, on prend une nouvelle de oui, c'est nous, ça, Fred. J'ai voulu intituler ma chronique d'aujourd'hui « Ceci n'est pas une chronique d'opinion ». Fred, j'ai eu l'idée de cette chronique en pensant aux élections qui s'en viennent et qu'on va regarder sur les lignes de côté à la balado, aux débats politiques qui se tiendront et plus encore au déferlement d'opinions dont nous serons les témoins. En plus des chroniques, commentaires, éditoriaux, joutes entre panélistes et autres tweets de Spin Doctor, nous allons citer une recrudescence, je crois, d'interventions de toutes sortes, question de nous informer, mais aussi sans doute de façonner notre opinion. On sait que la chaîne Nouveau,
c'est vous-même qui me l'avez appris cette semaine, a annoncé qu'elle tiendrait tous les soirs de la campagne, c'est bien ça? Mais je pense que ça un va être débat entre invités. Mais ça va être tout le temps. Okay. C'est le nouveau format des nouvelles, de ce que j'ai compris. Oui. Un genre de 110% oui, version politique. Comme ça. Oui, des débats musclés, sans compromis, avec des fortes têtes. Oui, donc, Anne-France Goldwater. Oui. Est-ce qu'on s'ennuyait des opinions d'Anne-France? Écoute. La réponse... OK. Bon, évidemment, je suis convaincu que les jouteurs ne seront pas en reste. Non, mais il y en a plein. Yves Boisvert. Non, mais je parle aussi des gens de la joute. Ah non, ben oui, évidemment. Et là, il va falloir qu'ils répondent. Oui. Puis là, imaginez les clubs des ex, là. Les ex, là, il va falloir que ça... Ils ont embauché ou débauché Claire Sanson, qui sera une des débatteurs. Au club des ex? Oui, au Mordu, oui. Oh mon Dieu, OK, OK, bon. Écoutez, fun, hein? C'est notre diffuseur public. Oui, c'est ça. Ça, c'est sans oublier les fameux sondages d'opinion, dont maintenant, qui sont diffusés sur une base quasi quotidienne en période électorale. J'aime beaucoup le mot de Coluche à propos des sondages. Il disait, les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent. J'en ai d'autres blagues de sondages. Aimez-vous ça, des blagues de sondage? Oui, mais attendez, et Coluche qui disait aussi... Si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Il était désillusionné, hein? Un petit peu. Il disait avec raison. Un pour tous, tous pourris, là. Ça, c'était le slogan de sa campagne. Ouais. Non, mais j'en ai trouvé d'autres, des blagues de sondage. 3 Québécois sur 4 ignorent le 5e. Je trouve ça génial. Ou bien alors, d'après les sondages, les Québécois ont le moral bas. D'après mes souvenirs, ils l'ont toujours eu. Hein? Bon, OK, j'arrête. Fin de ma carrière. S'il y en a qui veulent me voir, je me produirai au coin de Saint-Zotique et... au coin de Saint-Zotique et Beaubien. C'est ça va être Trouver le coin. Trouver le coin. Ce qui m'amène à une question, Fred. Oui. Est-ce que ça vous arrive, vous, des fois, de ne pas avoir d'opinion arrêtée sur un sujet? Ah oui, non seulement, oui, ça m'est déjà arrivé, puis j'avais même comme mission de livrer une opinion à la radio le lendemain. Ouais. OK. Parce que même, là, je dis même après mûre réflexion et avoir fait vos proverbiales recherches, là, vous aviez pas ça vous arrive? Oui. Ben, ça me rassure que vous me disiez ça. Je pensais que j'étais seul parce que moi, ça m'arrive souvent. Quoi qu'en pense ma conjointe, qui trouve que je chiale trop et sur trop de sujets, en gros, elle dit que je chiale mes livres avant de les écrire. Donc, quand elle lit mes livres, elle dit je le sais tout ça, tu me l'as dit. Moi, je pense que j'ai pas tant le réflexe de l'opinion. J'ai pas le réflexe de l'opinion aiguisée. C'est d'autant plus fâcheux qu'on me sollicite de plus en plus régulièrement. Oui, c'est ça que j'allais dire. Quand j'ai su votre sujet, je me suis dit, mais quand même. Ouais, mais c'est quand même quelqu'un. Et vous aimez ça? Oui, mais ça me fait peur. Je vais peut-être m'ouvrir plus tantôt, je verrai. Mais ça me fait peur parce que souvent, je ne sais pas quoi dire ou je ne sais pas quoi penser de quelque chose. Puis je reçois toutes sortes d'invitations, on en reparlera, mais une assez surprenante récemment. Tenez, sur Facebook, là, c'est ça, je publie une photo de la Terre. C'est tout récent. La Terre vue depuis la station spatiale. Ça va jusqu'à présent? Oui. Rien de... Alors, l'idée, c'était d'inviter mes amis Facebook, peu importe leur allégeance, à prendre un peu de recul face aux querelles du jour. Question de relativiser. Hein, c'est comme quand vous regardez la Terre de loin, hein, vous voyez, il y a des querelles comme ça qui ne sont pas si importantes. Oui. Eh bien, c'en était trop pour un jeune essayiste conservateur, auteur d'un livre remarqué, mais dont je tairai néanmoins le nom, qui s'est indigné de ma modeste intervention. Selon lui, cette publication d'une photo de la Terre était typique de ces intellectuels québécois qui invitent à regarder ailleurs pendant que la nation est assiégée de toutes parts et risque la louisianisation à plus ou moins brève échéance. On peut pas le nommer? Non, ben vous avez entendu mon ton monter. Cherchez dans les archives de c'est bien le fun, dans les archives de Facebook. Est-ce que c'est quelqu'un qui a plusieurs tribunes? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Okay. Aurait-il pu nuancer sa généralisation hâtive en tenant compte de mes livres, de mes interventions à la balado notamment et dans d'autres médias? De toutes ces occasions, je m'étais prononcé sur des questions politiques et sociales. Que nenni, Fred, que nenni. Cette photo de la Terre partagée sur Facebook était l'équivalent d'une claque au visage de la nation avec un N majuscule et pour laver l'offense, il fallait, et je vous le dis, c'est comme ça que c'est arrivé, il m'a proposé un débat public sur le champ. Une sorte de duel devant témoins dans la librairie de mon choix et j'imagine avec les armes de mon choix. Le tout pour être filmé et diffusé en direct sur Internet. Ça, j'appelle ça être un prompt. Okay? Oui. Le problème... Et chercher à exister médiatiquement. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que je ne savais même pas de quoi il voulait débattre. Avant même de me connaître, de m'avoir parlé, il avait décidé qu'il était contre
contre moi ou mes livres, ou peut-être en tout cas contre les images de la Terre que j'avais partagées. Il est peut-être contre la Terre. Peut-être. J'ai pensé, lui... Peut-être que la Terre, pour lui, est une invention des gauchistes. Mais... Non, mais attendez. En fait, la Terre ronde, avez-vous vu... c'est un concept gauchiste. Avez-vous vu... là, je ne ferai pas plaisir, je vais vous citer un documentaire en anglais, The Farthest. Ben, ça me dérange pas. Sur Netflix. Non, je parle du jeune intellectuel conservateur. Oui. Mais The Farthest, sur Netflix, vous irez voir ça. C'est un documentaire qui raconte l'aventure des 2 sondes Voyager. Ah oui. Puis à un moment donné, puis Voyager, là, ils ont lancé ça dans les années 70 avec des ordinateurs qui avaient la force d'un modem. Ah oui. Puis ils sont rendus aux confins du système solaire. Puis à un moment donné, le chef de la mission dit, il prenait des photos, là. Ouais. Puis à un moment donné, il dit, hey, prenez donc une photo de la Terre vue de l'autre bord de Pluton. Il cherchait, il ne la trouvait pas. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il disait, hey, il y a une petite tache ici, c'est un grain. Voyons, il essayaient de l'enlever, puis ils se sont rendus compte que c'était la Terre. Wow. Puis honnêtement, c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans un documentaire depuis les 10 dernières années. Puis là, j'ai dit, OK, quand tu vois que la Terre est un grain comme ça, il y a des affaires qui changent. Tu sais, la perspective change. Bon, en tout cas, mais ça, tu sais, être contre, là, j'avais envie de répondre, même moi, je suis contre moi des fois. Tu sais, ça vous arrive, ça, des fois, d'être contre vous-même? Oui. De plus en plus, De plus en plus, hein? J'aime beaucoup cette phrase de Kafka qui disait dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Tu sais, t'as un humour, là. Tu sais, tu dis, ouais, le monde risque de gagner. Oui. Tu sais, en général, là, tu sais, même Napoléon n'a pas su. Bon, cet empressement à débattre, Fred, avec la certitude d'avoir raison, ce goût d'être contre, avant même d'avoir examiné la nature des problèmes, voilà qui me semble assez symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons, en tout cas du climat médiatique dans lequel nous évoluons. Disons que la tendance n'est pas au recul et à la réflexion, mais plutôt à la surréaction et au crêpage de chignon. Je me sens parfois mal à l'aise dans ce merveilleux monde où les gens opinent plus vite que leur ombre, où ils savent déjà ce qu'ils vont répondre à une question avant même que la question ait été posée. Rassurez-vous, Fred, je ne manque ni d'assurance ni d'idées. C'est simplement que je sais qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre et à comprendre, que j'ai besoin de temps aussi pour me faire une opinion qui a un peu de valeur. Il y a bien 2-3 sujets où je pense savoir de quoi je parle, parce qu'ils sont liés à mes métiers de prof, d'écrivain, l'éducation, la langue, la littérature. La mort. Ouais. Oui, c'est ça. Quelques autres. Oui, c'est vrai, j'ai parlé de ça. Hein. Fait un livre Oui. Que je l'ai commencé. Oui. Je vais le terminer cet automne. Bon. Je trouvais que cet été... Comme Richard Martineau, qui l'a commencé, mais il n'était pas sûr qu'elle allait continuer. On va en parler tantôt. Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, tu sais, il y a quelques sujets, mais en dehors de quelques sujets que je connais, je peux rien affirmer, je le confie à vos auditeurs, auditrices, je peux rien affirmer sans que se mêle à mes idées une part de doute. Puis en vérité, même sur des sujets que je crois maîtriser, il m'arrive d'hésiter, de me remettre en question. J'ai pensé longtemps que c'était un signe de faiblesse quand je regardais des gens, là, des intellectuels publics et médiatiques et chroniqueurs qui ont l'air de jamais douter de rien. Puis à un moment donné, je me suis dit non, je pense peut-être une force finalement d'assumer, de ne pas savoir. Qu'on me comprenne bien, Fred, je n'ai rien contre les gens qui expriment leur opinion. Les chroniqueurs, les commentateurs font le travail pour lequel ils sont payés. Puis il y en a plusieurs que j'apprécie. Certains même que j'admire, en particulier quand ils arrivent à ne pas se répéter, ou pas trop, disons, quand ils savent entendre les arguments issus de tous les camps et les intégrer, en tout cas, un peu à leur pensée. Bref, des gens qui acceptent de se mettre en danger et dont vous ne pouvez pas prédire à l'avance les conclusions. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns que j'apprécie. Mais trouvez-vous pas que ça commence à faire beaucoup, vous, d'opinions? Oui. Quand on fait la somme de tout ce qui opine C'est dans énorme. les journaux, les magazines, à la radio, dans les balados, à la télévision et sur les internets, toutes les émissions ont leurs panélistes, leurs commentateurs, leurs débatteurs, leurs spécialistes du pour et du contre. J'ai comme l'impression qu'on est en train médiatiquement d'atteindre un point de saturation, que l'opinion entre en phase de surproduction. Il y a toujours eu des éditorialistes, là. Mais on dirait presque que maintenant, les éditorialistes, c'est comme presque accessoire parce que déjà, d'autres gens, des chroniqueurs, des commentateurs... Les éditorialistes sont submergés. Oui, et ils sont, je dirais... Alors qu'avant, ils étaient à la pointe au centre, un peu c'est ça. de cette industrie de l'opinion. Oui. Là, ils sont submergés. C'est un métier très ingrat, je pense, celui de l'éditorialiste. Puis dans le cas de Nouveau, je veux juste en revenir, parce que dans le cas de Nouveau, quand ils ont annoncé qu'il allait avoir un service de nouvelles,
ils voulaient faire différent. Ouais. Ils avaient engagé Noémie Mercier, entre autres, qui était la chef d'antenne la semaine. Elle est plus là? Elle est au documentaire, elle est encore à nouveau, mais c'est un échec. Dans le fond, après un an. Évidemment, c'est une compagnie belle qui est pressée aussi, qui n'a pas attendu. Et là, finalement, ils flushent toute cette idée-là de renouveau des nouvelles, d'atteindre les jeunes. Ils tombent dans le bon vieux panneau d'aller chercher des débatteurs qui vont faire le show. Stéphane Bureau va faire la même chose à son émission à TVA le vendredi soir avec encore des têtes fortes. Oui. Et je pense qu'on n'est pas gagnant collectivement. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de surexposition. Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui ont toujours les 2-3 mêmes idées. Hein. Dans certains cas, on dirait presque qu'on assiste à un spectacle TOC, trouble obsessionnel compulsif. Je m'explique. Vous avez une angoisse, vous écrivez une chronique. Vous avez une nouvelle angoisse, vous écrivez une chronique. Vous avez une nouvelle angoisse, vous écrivez une chronique. Non, mais c'est ça le phénomène de la compulsion. La compulsion, c'est vous pensez que vous allez résoudre votre angoisse et en fait, vous la relancez. Tout à fait. Vous la nourrissez. Oui. Alors que, quand on a des crises d'angoisse et qu'on fait de l'anxiété, il faut méditer. Oui. Il faut se taire et observer nos pensées. Absolument. Et les laisser aller. Et les laisser aller. Et laisser aller un peu. La même crise de chronique dans le Journal de Montréal. Fred, je pense que quand on essaie de restituer ça, puis ça serait intéressant d'entendre des spécialistes comme celui qui a fait la collision des récits. Là. Philippe de Grosbois. Je serais intéressé d'entendre parce que j'ai l'impression, je soumets l'hypothèse aux auditeurs, auditrices, qu'on assiste depuis la fin des années 90 à une extension du domaine de l'opinion. Cette extension-là serait liée à deux phénomènes qui ont émergé en même temps. D'abord, la multiplication des chaînes d'information en continu. Oui. C'est arrivé fin des années 90. Il y avait déjà, depuis un petit moment, la vieille CNN des années 80, mais à un moment donné, quand Fox arrive, puis là, tout le monde a sa chaîne maintenant d'information continue. Et là, alors, il y a ce phénomène-là qui s'est accentué, puis en même temps, arrive Internet. Et Internet prend son essor à peu près dans les années 90, fin des années 90. Et c'est quoi Internet? C'est l'endroit, c'est la démocratisation de l'opinion, c'est la possibilité pour n'importe quel kidam de s'exprimer. Puis au fond, on peut se demander, moi je commence à me demander sérieusement si la crise de confiance et ce qu'on appelle la crise des médias que nous traversons n'est pas liée précisément à l'extension du domaine de l'opinion. Je vous explique pourquoi. Parce qu'au fond, c'est avec l'essor des commentateurs, chroniqueurs et autres débatteurs et panélistes que le caractère partial des médias apparaît. Ou en tout cas, le caractère partial des gens qui participent aux médias. Ouais. Et quand on est dans cette logique là, de débat, puis de crêpage, de chignon, et de pour et contre, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre une subjectivité. Tu sais, la subjectivité forte. Là. Ouais. Tantôt, vous disiez des têtes fortes. Là. Des gens qui ont pas peur de se mouiller. Puis bon. Des débats décomplexés. Des débats décomplexés. Mais pensez-y. OK, évidemment, idéalement, les commentateurs puis les panélistes font leurs recherches, prennent du temps pour réfléchir et arrivent à des conclusions, mais vous voyez bien que de plus en plus souvent, les recherches se limitent à ce qu'on dit et on pense et on tweet. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse, Mathieu? Allez-y, Fred. Moi, j'ai fait des débats, moi, à l'émission Tout un matin. Oui, c'est vrai. Un moment donné, on était 3 fois semaine avec Paul Journet. Mm-hmm. Le mardi, mercredi, jeudi. Ouais. On recevait notre sujet à 16h la veille. Ah oui. Puis-je vous dire qu'il y a des fois que ça allait? Oui. Souvent, un sujet était choisi parce que Paul avait travaillé depuis 3 jours pour la presse. Bon. Reste que le temps de préparation et les recherchistes ne travaillaient pas avec nous. Là. Eux, ils travaillaient sur l'émission. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, je commentais des affaires que je n'étais pas... c'est pas évident. Mais il faut parce qu'il faut dormir entre les deux. Puis il faut avoir une petite vie. Puis on fait souper. Puis là, il faut... c'est ça. C'est que le temps de réflexion est de plus en plus court. Les gens, souvent, dans le milieu, regardent simplement ce que les autres disent et les conclusions s'écrivent souvent toutes seules quand elles ne sont pas rédigées d'avance. Je caricature un peu, mais pas tant que ça. Et ce que je veux dire, c'est que, au fond, qu'est-ce que font tous ces gens qui produisent la désinformation présentement? Ils font un peu ça. Ils disent, je vais aller faire mes recherches, je vais parler au monde que je connais, puis je vais produire mon opinion.
comme les modèles que j'ai, parce que et qui sont pas tous du même niveau, parce que, bon, il y a des commentateurs sérieux posés, il y en a d'autres qui m'inquiètent un petit peu, OK? Ils produisent de l'opinion comme ils respirent, ont des avis arrêtés sur tous les sujets possibles, s'expriment dans les journaux, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux à toute heure du jour, voire de la nuit. OK? Ils défendent leurs opinions sans jamais faiblir. Moi, c'est ce qui m'impressionne. Ils offrent en permanence leur spectacle de leur assurance sans faille. Ils sont étrangers au doute, à la remise en question. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ne jamais douter de rien. Je les nommerai pas, non, OK? non, Parce que j'ai pas envie de me fâcher avec eux. Mais disons seulement qu'on peut les lire, les entendre partout, d'un océan à l'autre, d'une langue à l'autre. Des fois, il y en a des ratoureux, hein? Ou parfois même d'un continent à l'autre. OK? Certains d'entre eux font moins penser à des humains qu'à des logiciels. Vous ne pensez pas à l'Afrique quand vous pensez à un autre continent. Non, je pensais à l'Asie du Sud-Est. Bon, non, mais... On salue nos auditeurs en France, on en a. Oui, c'est ça. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est moins des humains que des logiciels que j'ai devant moi. Vous prenez n'importe lequel problème, le faites entrer dans la machine, et après quelques opérations plus ou moins simples, vous avez une conclusion, OK, qui se ressemble assez souvent. C'est la faute à l'immigration. Oui. Des fois aussi, c'est au privilège blanc, ça dépend. Oui. Il y en a d'autres de l'autre bord. C'était mieux avant. Où s'en va le monde? Les hommes, c'est monstres. Gare au woke. Ou, ma préférée, il y a quand même des limites à se sentir étranger chez soi. Bon, OK. Etc., etc. Pour ces gens qui carburent à l'attention, Fred, il n'y a rien comme une bonne petite polémique fabriquée de toutes pièces pour générer du clic. Alors, ça peut être aux dépens d'une minorité visible. Des fois, la majorité, ça peut arriver. Ou alors, quand on trouve vraiment le temps long, on fait ça avec les gens du journal d'en face. Ah hein? oui. Hey, ça, c'est... Hein, les gens qui... Hey, ça sème pas hein, entre les journaux, là. Hein? Là, tu dis, hey, là, il est temps que l'école recommence. C'est vraiment ça, là. Je cite Maggie Nelson dans Les Argonautes. Il faudrait parler de Maggie Nelson éventuellement dans un épisode, Mathieu. Oui, ça serait le fun de peut-être d'inviter une lectrice, une spécialiste du féminisme. Hein? C'est une grande penseur. Elle dit des choses intéressantes sur les gens qui produisent de l'opinion à répétition. Elle dit « Ils finissent par nous piéger dans un système, je la cite, nous piéger dans un système binaire, polarisé et inutile, où le commentateur se targue de fournir l'occasion de réfléchir à des problèmes complexes, mais en vérité, alors il dit on va réfléchir à des problèmes complexes, mais en vérité, il a programmé les positions et il présente un récit plein de faux choix. C'est-à-dire, il crée des alternatives, puis là, on a l'impression qu'il y a juste ces deux options-là, alors qu'il y en a d'autres. Mais ils sont très habiles. C'est des gens qui sont très habiles. Et puis finalement, on finit par ne plus en sortir. Tout ce battage fait du bruit, génère des profits, mais honnêtement, je ne vois pas très bien à quoi autant d'opinions tranchées fabriquées à la chaîne peuvent nous mener, sinon à une société toujours plus clivée, étrangère à l'esprit de dialogue, allergique au silence et à l'humilité. Parlant, Fred, de petites polémiques fabriquées de toutes pièces pour générer du clic. Ben là, il faut que je vous parle de mon passage à l'émission de Richard Martineau. Ben oui. Qui m'a, franchement, Martineau, la première balado au Canada, apparemment, c'est la plus écoutée. Mais non. On m'a dit ça. Ben, j'ai eu ça. Moi, c'est Cube qui dit ça. Non, mais moi, je crois les sondages. Là, non, OK. C'est plus complexe que ça. OK. En tout cas, il m'a reçu en mai. OK, j'étais un peu étonné, mais en même temps, j'avais déjà parlé. Puis, il m'a reçu pour parler de mon nouveau livre, contrairement à d'autres qui ne m'invitent pas. Là, c'est vrai, oui, on les nommera pas. Mais Ce qui meurt en nous, OK? Disponible chez... une invitation que j'ai acceptée. Je vous le dis parce que je parle à tout le monde, j'insulte personne, puis je pense que c'est ça la condition pour qu'on ait un certain vivre ensemble et un dialogue démocratique. J'y crois. Vous êtes naïf. Oui, je le sais. Et un peu guidoune. Dites pas ça. On mettrait... OK. Sans compter que je dois vous dire, Fred, j'ai un secret à révéler aux auditeurs. Vous savez, plus on vieillit, moins on peut prétendre à la pureté. Hein? Vous savez ça, hein? C'est clair. Ça, à un moment donné, on est passif. Ben, c'est ça. Oui. Puis moi, je dois dire que je dois à Martineau rien de moins que ma première publication à vie. Mais voyons! Il y a presque... Attendez, première publication d'un livre? Non, ben non. OK. D'un article. Ah! Il y a presque 25 ans. Ça vous en... Ah, ben oui. C'était à voir au Journal Voir. Et d'ailleurs, je l'ai amené. Ben voyons! Hein, regardez ça. C'est bien cool. On l'avait fait encadrer, Fred. C'est ma blonde qui a fait encadrer ça. Savez-vous pourquoi? Parce que... Ah oui, je me rappelle la section Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Alors, c'était moi la grande gueule du jour. Remarquez, j'avais signé Mathieu Bellil, jeune. Ben oui. Alors, et moi, j'ai relu ça. D'ailleurs, j'étais assez fier parce que j'admire... Attendez, il y a 20... Donc, vous aviez... J'avais 21, 22. Wow. Ouais. Alors, non, mais c'était dans le temps d'Internet, là, quand ça commençait. J'avais pesé sur Send. J'avais envoyé mon texte. 5 minutes après, le téléphone sonne.
c'est Richard Martineau au Ben, téléphone. Il dit « Hey, t'es qui, toi? » Mathieu Bellil, es-tu dans quoi? Puis j'ai dit « Ah, j'étudie en littérature. » Ça, à l'époque, il était à gauche. Oui, ben, c'est-à-dire, la constante de Martineau, je pense, c'est que ça a toujours été un peu un populiste. Et il était plus populiste de gauche. Oui, ça existe, hein? Oui, ben oui. Le populisme de gauche. Ben oui, ça existe. On Il y en a parlait moins. de Catherine Dorion tout à l'heure. Ben oui, puis Falardeau avait un peu ça. Oui. Non, il y en a eu quand même. Que des fois, je donne là-dedans. Des fois, tu sais, bon, je garde. Non, mais tu sais, Prof Lauzon, là, c'était ça aussi, là, le Léopold Lauzon. Bref, c'est juste une parenthèse. Hein. C'est intéressant, j'aime ça, cette anecdote-là. Mais alors, il m'appelle, puis il dit étudies-tu en journaliste? Puis je dis ah non, je suis en littérature, puis en histoire un peu. Ça, je pense qu'il a moins aimé ma réponse. Parce qu'après, j'ai envoyé d'autres textes, puis j'en ai plus aucun publié. Mais j'avais quand même reçu un chèque de 250 $. Vous imaginez? Les tarifs n'ont pas bougé. Là, on parle il y a 25 ans, donc il y a 25 ans. 98, 90. Hey, 250 pièces. Je pense qu'aujourd'hui, les tarifs sont plus bas que ça pour un texte. Ça a évolué par en bas. Dans la presse, par exemple. Oui, là, Mathieu? Non, mais regarde, Fred, je veux dire aujourd'hui, pour vrai, c'était beaucoup de un jeune étudiant d'université, aujourd'hui, quand il envoie un texte, c'est un journal, là, il ne reçoit pas une scène. Il ne reçoit pas une scène. Ben non. On va dire, hey, on te publie, puis qu'on toi chanceux qu'on te publie. Oui, ça va donner de l'exposure. Ouais. Du capital médiatique ou du capital symbolique. Ouais. Mais c'est demander, c'est que tu veux le convertir dans quelque chose d'autre. Oui, parce que c'est là que c'est difficile. Parce que ton Hydro-Québec, il te demande pas de payer ton compte avec du capital médiatique. Tu as eu combien de j'aime la semaine passée? Là, il s'en fout, l'Hydro. Bref, il m'a reçu. Oui. OK? Alors, vous voyez que... Pour parler de votre dernier livre. Mon dernier livre. L'entrevue dure 12 minutes. Oui. Ça se déroule bien. On a des échanges vifs, personnels. J'allais dire vif et fruité, en tout cas. Il me parle de sa peur de la mort, puis il est assez franc. Il explique que, entre autres, il y a cette anecdote assez chouette. Il dit jusqu'à dernièrement, je voulais pas faire de testament parce qu'on disait que j'avais peur de ce que ça pouvait représenter, tout ça. Bon, je lui parle de ma grand-mère, je lui parle de ma fille de 4 ans à qui, à un moment donné, j'ai été obligé d'avouer que oui, un jour, on allait mourir. Puis, bon, vous voyez, le genre, on rit. Il me dit qu'il n'a pas tellement envie de lire mon livre, OK? Que c'est pénible, mais qu'il va s'y remettre. Et nous rions à nouveau. Puis là, à la toute fin de l'entrevue, Fred, parce que là, c'est là que ça... Il rappelle mes divers engagements. Il vous remercie. Mathieu Bellil, je rappelle que vous êtes professeur, écrivain, nanana. Et... On va l'écouter. En tout cas, merci de... Non, c'est un très beau livre, un livre nécessaire. Mathieu Bellil, écrivain, professeur de littérature au Collège Jean de Brébeuf à Montréal. Il y a encore des bons profs. Merci beaucoup, M. Bellil. Oui, en plus, je suis aussi chroniqueur dans différentes émissions, dont une balado de Fred Savard. Oh my God! Vous le saluerez de ma part. Oui. Merci beaucoup, Mathieu Bellil. Salut. Bonjour. Bon. Ouais, là, il est arrivé d'autres choses parce que... Non, mais attendez. Oui. Moi, là, vous savez, Fred, je sais que vous avez à cœur aussi qu'on parle des fois de la balado, qu'on la fasse connaître. Oui, parce que les grands médias n'en parlent pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Ouais. Puis moi, honnêtement, je vais vous dire franchement, je savais que, mettons, vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde. Non. Mais je me suis dit, c'est un peu comme, tu sais, en politique, là. Tu sais... On peut avoir des batailles rudes, mais on se retrouve au bar, puis on rit, puis on se dit, ben oui, je t'ai traité de ça, puis c'est pas grave. Non. Puis là... Sauf que là, de ce qu'on entend, parce qu'après ça se termine. Oui, après, il dit... Son émission se termine, il remercie son équipe. Merci, bonjour, tout va bien, passez une belle journée. Et puis là, comme vous voyez, c'est bon enfant. Tu sais, c'est assez bon enfant, il rigole. Je veux le faire sourire. Tu sais. C'est pas très sérieux, là, tout ça. Je me dis, bon, regardez, tu vois, on n'est pas tout à fait de la même bande, mais en dépit de nos différences, on peut se parler. Tout à fait. Hein? Pourquoi pas si les politiciens peuvent se parler un soir autour d'un verre, malgré les... Pourquoi pas des animateurs de balado, Fred? Voilà, des baladistes. Des baladistes. Alors là, tout va bien. Bon, tout va bien, c'est pas vrai, là, je vous expliquerai tantôt pourquoi. Mais le soir, j'amène ma fille à son cours de natation. Puis à un moment donné, j'ouvre mon Internet et je reçois un courriel d'un ami qui est un auditeur de la balado, d'ailleurs, qui aime beaucoup. Joseph, salut. Il m'envoie, il dit « Hey, t'as-tu vu ça? » Puis là, je vois le statut d'un certain Richard Martineau sur Facebook, qui n'est pas mon ami Facebook. Fait que alors là, est-ce que je vous le lis? Oui, allez-y. Il dit, aujourd'hui à Cube, alors je le lis, je cite texto, là. Puis c'est encore là. Parce que je ne suis pas ami Facebook avec Richard, fait que je ne l'ai pas vu, ça, toi. Ça. Moi non plus, mais on me l'a partagé. Il dit, aujourd'hui à Cube, je fais une entrevue avec un auteur, Mathieu Bellil. Je ne cesse de le complimenter. Je ne l'imiterai pas, OK, quand même. De dire que son livre est important. Bref, je l'encense pendant 12 minutes. Bon. Et à la fin, alors que je le félicite et que je lui souhaite bonne chance, il prend un plaisir immense à me dire qu'il collabore au balado d'un animateur qui ne cesse
de me traiter de cave et de me chier dessus. Ce qui est faux. Ben là... Je ne fais pas que on taquine un peu, là. Je le fais quand c'est comme la truite, mais voilà. pas plus, là. Je dirais plus le crapet. Bon, en tout cas. Mais non, mais c'est pas vrai que je m'achante Ben sur non. En tout cas. Mais c'est une vieille affaire. Les continue. De vice pornographe. Ouais, oui. OK. Vraiment, je ne comprends pas ça. Pourquoi a-t-il pris la peine de me dire ça? 3 points d'interrogation. Sinon, pour m'écœurer, je ne comprends pas ce qui me vaut tant de haine. Un autre que je n'aurais pas dû inviter. Ça m'apprendra de faire confiance aux artistes, avec plusieurs S, qui se font un plaisir de m'attaquer pour bien paraître auprès de leur gang. Là, il met des guillemets. Je lui ai dit à Martineau, what the fuck? C'est exactement la réaction que j'ai eue en lisant ça. Mais ce qui est quand même particulier, c'est qu'il aurait pu vous dire ça au moment où il fait ses remerciements à la fin. Non, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il y a des recherchistes, ils savent là, où je suis, là, tu sais. Puis je veux dire, j'ai pas... écoutez, j'étais sonné, honnêtement, j'ai été sonné en disant là, ça. Il faut comprendre, puis les gens, j'en ai pas parlé beaucoup à la balado, mais on a eu une petite polémique avec le sociologue. Oui, c'est ça. J'ai dit que certains jeunes racistes aimaient beaucoup les textes d'un certain vous n'avez pas sociologue. dit qu'il était raciste. Non, du tout. J'ai dit que de jeunes racistes, je l'avais taquiné. L'avait comme idole dans un contexte d'une chronique humoristique. C'est ça. Et Richard est venu, parce que c'est tout le temps ça avec Québécois, c'est que Sophie, Richard et Mathieu se défendent entre eux quand ils sont attaqués. Ça vient en groupe. Mais c'est une mentalité clanique qui a ses... Et il m'avait blasté aussi sur un statut Facebook en soirée. Moi, je suspecte, là, je vais dire quelque chose, mais je suspecte le 3e ou 4e verre de vin de trop qui fait faire ce genre de statut-là à 20h30. Je serais pas étonné qu'il y ait ça. Ouais, moi, je n'oserais pas me prononcer là-dessus, mais je dis pas qu'il y a un problème d'alcool. Non. Ça sent la fin de soirée. Ou bien, il y a des gens qui ont écrit et ont dit, Richard, tu peux pas te faire dire ça en plein dans les ondes. Moi, je pense pas que c'est ça. Mais, c'est de chercher la polémique. Ben, c'est les deux l'hypothèse que je me suis faite, parce que moi, j'ai dit, ça doit être une blague. C'est une blague. Je dis, voyons donc. Non, j'ai dit, c'est très sérieux. Puis je vais vous dire, Fred, quand j'ai compris que c'était très sérieux, c'est quand je me suis mis à recevoir des messages haineux. Voilà, c'est ça. Parce que ça vient avec ça. Parce que moi aussi, à l'époque, là, il a déclenché une vague dont il n'a pas conscience. Ah non, moi, je pense qu'il y en a conscience. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai reçu des trolls. Je me suis fait traiter de crise de tapette, de guidoune, comme vous l'avez fait tantôt, mais avec gentillesse. Je ne vais pas réactiver des blessures. Là, ça l'a triggeré quelque chose. On m'a traité de pauvre aussi, ça j'ai trouvé ça intéressant. D'hostie d'artistes qu'on lira pas, de crétins. Puis honnêtement, je vous en passe parce qu'il y en a des moins belles. J'ai vraiment reçu de la haine. Mais je peux vous dire, Mathieu, qu'ils savent très bien que ce déferlement, ça va arriver. Ça, je peux vous le dire. C'est sûr qu'ils le savent. C'est pour ça qu'ils font ça. Je ne sais pas si Martineau pensait vraiment ce qu'il disait. Ça se peut qu'il y ait un jeu un peu pour provoquer le scandale. Il est bon là-dedans. Là. Il a un talent à faire de la pub. Je dirais que c'est son principal talent. C'est ça. Mais j'ai compris qu'à force de jouer les pour et contre, il en était venu aussi à voir le monde comme ça. Vous êtes soit pour lui ou contre lui. Vous êtes soit son ami, comme ça a été le cas dans l'émission, ou soudain son ennemi juré. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de nuance possible. Et il n'est pas le seul comme ça. Puis avec ce statut Facebook, qu'est-ce que faisait Martineau? Il ouvrait tout grand le piège de la polémique stérile, où j'étais assuré de perdre. Vous savez pourquoi? Parce que si je répondais rien, je perdais. Je me faisais insulter. Puis, vous savez, il y a un paquet de gens qui n'avaient pas écouté l'entrevue. Ils ont juste dit « Hey, Mathieu Bellil répand de la haine. » Et je me suis... Donc, si je disais rien, je perdais. Puis, si je répondais, OK? Ben... Il pouvait dire « Ah, voyez, hein, il a cherché la chicane. Regardez, là. Hein, regardez, là. Puis en plus, il se fait du capital sur mon dos. Hein? Il se victimise. Vous voyez qu'est-ce que ça fait, là? » Bon, voyez-vous de quoi je parle? C'était lose-lose. C'était perdant-perdant. Alors, mettons une chose au clair en passant. Là, non, ni le 12 mai, ni les jours suivants, je ne suis allé me vanter à mes amis d'avoir moqué de Richard Martineau. Pour la simple raison que je ne cherchais pas à me moquer de Richard Martineau. Je voulais le faire sourire. Je voulais faire sourire tout le monde. Ça n'a pas marché, mais ça, c'est correct. Puis, j'ajoute une chose qui est intéressante. C'était une entrevue au téléphone, OK? Oui. J'étais dans mon sous-sol ce jour-là, le 12 mai, je m'en rappelle. Esti que je m'en rappelle, pardonnez-moi. J'étais au sol à essayer de déboucher un drain. Mon drain principal, avec une grosse machine que j'avais louée chez Turbo Location. C'était un bétail. Puis à un moment donné, à bloquer, le fil sortait, ça revolait partout.
Puis là, je reçois ce char de bêtises. On peut appeler ça une journée de merde. Hein? Oui, tout à fait. On peut appeler ça une journée de merde. Alors, j'ai décidé, que savez-vous ce que j'ai dit? Puis en plus, mon éditeur a dit, Mathieu, on venait de lancer le livre. Il dit, Mathieu, pars pas là-dessus. Là. On veut pas que l'attention soit détournée du livre. Là. Garde ça sur le livre. Je dis, pas de problème. Alors, j'ai dit, bon, c'est correct, je vais passer pour un homme haineux auprès des partisans de Martineau. Puis savez-vous quoi? Ça a été libérateur. Au lieu de nourrir les clivages, on les ignore, tout simplement, et ils tombent d'eux-mêmes. Tout à fait. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, t'en parles, là. Hein? Bon, ce à quoi je réponds, j'ai attendu 3 mois. Tu sais, si on attendait tous 90 jours avant de répondre là, à quelque chose, là, je pense que ça serait... Moi, je trouve que c'est un beau délai. Ouais. Tu sais, tu regardes, tu réfléchis, tu regardes des images de la Terre vues du ciel. Oui. Hein? Tu sais, t'en profites pour aller voir des documentaires. Tu prends du recul. Puis, vous savez, j'ai même écrit un petit mot à Richard Martineau, mais qui n'a pas lu. Parce que Messenger, tu peux voir, c'est quand les gens... il n'a pas lu. Bref, tout ce que je veux dire, c'est au fond, à Richard, aux autres membres des médias, tu sais, qui aiment ça tomber dans le piège de la polémique stérile, qui aiment ça s'invectiver, se victimiser après ça, puis j'ai envie de dire ceci, pourquoi ne serait-ce pas le moment de l'amour? Aimons-nous les uns les autres, Fred. Hein? Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Évitons de sombrer dans des chicanes des cours d'école qui ne grandissent personne. Oui, c'est cela, Fred. Aimons-nous quand même. On finit l'émission avec ça vous va? Avec cette chanson-là. Une version que je ne connaissais pas, Mathieu. J'ai découvert tout récemment, que je trouve très belle. Aimons-nous, bien sûr, de Yvon Deschamps, interprété par Ariane Moffat, La Bronze et le regretté Karim Ouellet, qu'on salue. Ouais. Alors, on va terminer avec ça et on rappelle, on termine la saison 4 avec Aimons-nous. La balado va prendre une pause et on se retrouve le 1er octobre. Évidemment, sur les médias sociaux, je vais vous envoyer des messages, ne vous inquiétez pas. Il y aura des infolettes également, mais on va terminer en fait, ça va nous permettre de réfléchir pour entamer la prochaine saison sur de bons auspices. Sur de belles bases. Merci, Mathieu Bellil. Merci, Fred. Ni kana ishobla